débutes en impression 3D et tu cherches des bons conseils pour progresser, alors cette vidéo est pour toi. Car oui, certaines erreurs peuvent évidemment ruiner tes impressions. Et pire, dans tout ça, certains peuvent partager de mauvais conseils ou des conseils qui ne sont pas forcément adaptés à ta situation. Et c'est d'autant plus vrai quand on débute. J'ai donc passé en revue les 10 mauvais conseils que je vois souvent appliqués par des débutants en impression 3D. Et évidemment, si cette vidéo te plaît, tu peux la liker, la commenter, la partager. Ça aide beaucoup la chaîne. Et si tu veux nous soutenir davantage, je te rappelle qu'on propose des formations en individuel reconnues et finançables par l'État, à l'impression 3D, à la modélisation, à la gravure laser, au drone, à la programmation, bref, à tout un tas de nouvelles technos. Le but, quelle que soit la technologie, c'est que ton formateur te rende autonome sur la techno que tu veux maîtriser. Bref, si t'es curieux, plus d'infos dans la description. Allez, c'est parti! Plus on en met, plus il y en a. C'est ce que beaucoup de débutants pensent en essayant de remplir leurs impressions à 100%, en se disant que comme ça, elles seront plus solides et plus durables. Mais en réalité, c'est pas si simple. Déjà, posons-nous la question, à quoi ça sert le remplissage? Vous savez, c'est tout simplement la structure interne de notre impression. Et il va jouer sur 3 paramètres essentiels: la solidité de la pièce, le poids et évidemment la quantité de matière qu'on va dépenser pour créer notre objet. Et on va donc pouvoir affecter un taux de remplissage plus ou moins important, de 0 à 100%, ainsi que tout un tas d'autres paramètres, notamment les plus connus, le motif interne de la pièce, en grille, nid d'abeille, gyroïde, etc. De base, la logique elle est plutôt simple: plus on a un remplissage faible, moins on va consommer de matière, et plus on aura un remplissage important, plus on va en consommer. Mais attention, remplir un objet à 100% ne signifie pas qu'il sera plus résistant. En réalité, au-delà d'un certain seuil, la structure interne, elle peut carrément générer des faiblesses. Vous allez me dire pourquoi, ça semble carrément contre-intuitif, parce qu'en fait, une impression pleine va créer des lignes trop rigides qui, au lieu d'absorber les contraintes, peuvent au contraire se fissurer sous certaines forces. C'est pour ça que dans la majorité des cas, au-delà d'un remplissage de 80%, qui est déjà vraiment pas mal, on aura une résistance équivalente, voire meilleure qu'un remplissage à 100%. Mais c'est pas tout, avec un remplissage de 100%, on augmente grandement les risques de warping. Étant donné qu'on se retrouve avec un objet qui est plus compact, on a des tensions internes qui sont plus fortes. Et ça risque donc de déformer l'objet, si vous imprimez avec des matières qui ont des tendances naturelles au warping. Donc en bref, si vous voulez une impression vraiment solide, réfléchissez plutôt à optimiser les paramètres de remplissage, notamment en travaillant sur le type de motif, comme en utilisant le motif gyroïde, plutôt qu'en faisant les bourrins et à chercher à faire 100% de remplissage. La fameuse vitesse. On va pas se mentir, c'est souvent le premier critère qu'on regarde quand on achète une imprimante 3D. Et pour cause, aujourd'hui, c'est l'argument phare des fabricants. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la vitesse? Techniquement, c'est la rapidité à laquelle votre machine va déposer son filament. Et généralement, la vitesse, elle est mesurée en millimètres par seconde. Et là, la logique, pareil, elle est simple. Plus la vitesse, elle est importante, plus l'impression sera rapide. Mais bon, le truc, c'est que comme l'impression 3D, c'est toujours une question d'équilibre, plus vous utilisez une vitesse importante, plus vous risquez de renier sur la qualité de votre impression, étant donné que votre filament, il risque notamment de ne pas avoir assez de temps pour adhérer à la couche inférieure. Résultat, vous pouvez avoir plein de galères, des couches mal collées, des détails moins précis, des petites surfaces granuleuses ou imprécises. Et c'est pas tout, si votre matière, elle refroidit mal, elle peut se soulever légèrement. Là, je vous parle pas du warping à proprement parler, mais visuellement, vous obtenez quand même une impression qui est ratée. Alors c'est quoi une bonne vitesse? Bon, je vais pas vous donner un chiffre factuel, parce que ça dépend de plein de facteurs, mais disons que ma recommandation, si vous voulez utiliser votre imprimante dans sa zone de confort, c'est de regarder la vitesse max affichée par le fabricant et la diviser par 2. Si votre machine, elle peut aller à maximum 500 mm/s, généralement à 250, vous aurez une impression à la fois rapide et surtout de qualité. Après, ça dépend évidemment de votre matière. Quand on parle de vitesse max, on fait référence à de l'impression de PLA, une matière qu'on peut imprimer rapidement. Et d'autres matières seront beaucoup plus capricieuses, comme le nylon. Là, vous êtes obligé de vous traîner. Et après, il faut évidemment regarder le type de pièce que vous imprimez et de l'objectif que vous avez. Le slicer, c'est pas important. Prends celui par défaut. Alors, c'est vrai que j'ai souvent entendu ça, et franchement, ça me fait toujours un peu tiquer. Car se limiter à un seul slicer, c'est en réalité passer à côté de beaucoup d'optimisations possibles. Pour rappel, le slicer, c'est le logiciel qui va transformer votre modèle 3D en instruction pour votre machine. Et donc, son rôle, c'est de découper votre CAO 3D en couches qui vont ensuite être générées en G-code. Et le but sur ce logiciel, c'est de réussir à optimiser tout un tas de paramètres, notamment la fameuse
vitesse, la température, les supports, le remplissage, etc., etc. Je vous assure, on peut aller très très loin. Nous, c'est vrai qu'à la nouvelle école, pour être honnête, on jongle généralement avec 3 slicers, Prusa Slicer, Bamboo Studio ou encore Orca Slicer. Pourquoi on est amené à changer? C'est suivant les machines qu'on va utiliser, les bugs qu'on peut rencontrer ou les spécificités qu'on cherche à chaque fois. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se posent la question, une config machine, c'est juste un fichier en .ini. On peut évidemment l'importer d'un slicer à un autre. Même si aujourd'hui, la majorité des slicers se ressemblent, notamment parce qu'il y a toute une histoire de filiation, je rentre pas dans les détails, certains sont pas exactement codés de la même manière. Par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, Bamboo a une mauvaise gestion de l'embossage du texte, mais j'ai tendance à trouver qu'il gère mieux les périmètres de support. Quant à Orca, c'est vrai qu'on aura une meilleure flexibilité en fonction des réglages. On a certains slicers qui peuvent aussi calculer des trajectoires un peu différentes, et ça peut notamment faire varier votre temps d'impression, qui fait qu'avec les mêmes paramètres, suivant le slicer, vous pouvez vous retrouver avec des temps d'impression qui sont différents. Alors la question, c'est quel slicer choisir? Moi, j'ai tendance à répondre Orca Slicer. D'ailleurs, on a fait un tuto si ça vous intéresse, mais en réalité, le vrai conseil, et sans être dogmatique, c'est de les tester. Ça te permettra de bien comprendre le fonctionnement de ces derniers, monter en compétence dans ta maîtrise de l'impression 3D, et tu pourras les comparer par toi-même et te faire une vraie opinion. D'autant plus qu'il y a très régulièrement des mises à jour, donc mon avis actuel sur les slicers sera sûrement pas le même dans 6 mois, voire dans 1 an. Prendre n'importe quel filament pour ton impression 3D peut être une erreur fatale. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les filaments ne se valent pas. Mais je rappelle les bases, tous les matériaux n'ont évidemment pas les mêmes propriétés. Je vais pas vous faire toute la liste, mais on a évidemment le classique PLA qui est facile à imprimer, pas cher, mais qui résistera pas très bien à la température. On a l'ABS, quant à lui, il est résistant au choc, mais on aura besoin d'un plateau chauffant et d'une enceinte fermée pour l'imprimer. Vous pouvez vous retrouver avec du TPU qui est une matière flexible mais assez capricieuse qu'on imprime, ou alors par exemple du nylon qui est hyper résistant mais qui a tendance à énormément absorber l'humidité, ce qui fait que s'il n'est pas correctement séché, vous risquez d'avoir pas mal de galères d'impression. Bref, chacun de ces filaments est pensé pour une utilisation spécifique et il faudra donc utiliser des réglages particuliers, sinon ça sera trop simple. Mais c'est pas tout, car 2 filaments PLA ne se valent pas forcément, étant donné que tous les fabricants ne proposent pas évidemment la même qualité. Si vous utilisez un filament bas de gamme, vous pouvez rencontrer tout un tas d'erreurs, comme par exemple des impressions moins précises, parce qu'on va avoir un diamètre fluctuant sur notre filament. On peut se retrouver plus rapidement avec des bouchons au niveau de notre buse, car ce dernier va créer des résidus, ou même des galères d'adhérence sur notre plateau. Donc quelle marque choisir? Donc comme d'hab, je suis pas sponsor, donc je vais vous en citer plusieurs. Si vous cherchez un filament quali, vous pouvez plutôt vous orienter vers des marques comme Prusa, 3DX Tech. Les filaments de Bamboo sont très bien, mais là l'inconvénient c'est qu'on est quand même sur des bobines assez chères et on va pas se mentir, on paye un peu la marque. Si vous êtes plutôt en recherche de filaments spécialisés, notamment des très bons filaments flexibles, vous pouvez regarder du côté de chez Rockrus. Les personnes qui cherchent plutôt un rapport qualité-prix satisfaisant, tournez-vous du côté de Elegoo. Et si vous voulez de la couleur, regardez chez Polymaker qui propose une gamme de malades. Si je dis pas de bêtises, ils ont au moins 60 couleurs différentes juste pour le PLA. Et si tu vois des matières avec indiqué PLA+, c'est un peu comme les carottes bio, c'est juste du PLA normal mais de bonne facture. Dans tous les cas, si tu débutes en impression 3D, utilise déjà des filaments pas trop chers, car tu vas évidemment faire tout un tas d'erreurs, tester des réglages et rater tes impressions. Donc autant ne pas gaspiller du filament premium sur des essais foireux. Comme on dit, on ne fait pas ses premières armes sur le champ de bataille. Tu peux mettre ta pièce où tu veux sur ton plateau. Alors non, bien placer ces pièces sur ton plateau, c'est essentiel. Car oui, évidemment, tu peux la mettre où tu veux, mais si tu as une mauvaise disposition, ça risque de poser problème. Surtout si tu as plutôt des imprimantes 3D d'entrée de gamme. Donc avec une pièce qui est placée sur un coin de ton plateau, cette dernière, elle risque d'être davantage exposée aux variations de température et ça risque notamment d'augmenter les risques de warping. Au moins, si tu places ta pièce au centre de ce dernier, donc là, tu es censé avoir une chauffe qui est un peu plus stable. Après, il y a aussi des gens qui impriment plusieurs pièces sur leur plateau. Alors attention, c'est tentant parce que c'est vrai que c'est plus pratique. Et là, si tu as des paramètres d'impression qui sont pas réussis, tu peux te retrouver avec ce problème, le stringing. C'est quand ta buse va déposer des petits filaments entre deux parties d'impression. C'est pas dramatique s'il est léger. Un coup de décapeur thermique, voire même un coup de briquet peut les retirer, mais ça reste quand même mieux de l'éviter. Donc si tu peux et si tu cherches de la qualité, imprime plutôt tes objets un par un. Mais attention, petit cas particulier,
oublier, si tu fais de l'impression résine, là c'est plutôt l'inverse. Car en résine, le temps d'impression ne dépend pas en réalité de la quantité d'objets que tu imprimes, mais uniquement de la hauteur de ton impression. Donc remplir en fait son plateau au maximum te permet plutôt d'optimiser ta production. Et autre avantage, c'est que ça te facilite le post-traitement, parce que par exemple, si tu imprimes une figurine, là tu vas l'imprimer en x2, permet d'avoir une pièce de secours et de tester différentes techniques de post-traitement et de peinture. Beaucoup de débutants pensent qu'une imprimante 3D n'a pas besoin d'entretien tant que cette dernière fonctionne bien. Grosse erreur. L'imprimante, vous le voyez, c'est une machine qui est en mouvement perpétuel. Elle effectue des mouvements qui peuvent être vachement rapides, répétés, et tout ça, ça génère évidemment des vibrations. Et avec le temps, les vibrations, elles peuvent desserrer certaines vis. Et ça peut créer des micro-désalignements qui va impacter la qualité de tes impressions. Mais c'est pas tout. Une imprimante, c'est aussi un système thermique. La buse et le plateau, ils montent quand même vachement haut en termes de température. Et donc, les variations de cette dernière peuvent provoquer des contraintes ou des dilatations, qui pareil peut affecter l'alignement et l'usure des composants. De bien vérifier que tout est serré, bien aligné pour éviter les écarts de précision. Mais c'est pas tout. En imprimante, ta machine, elle peut aussi générer des débris de filaments. Et ces derniers, ils peuvent malheureusement se mettre à plusieurs endroits. Sur ta buse, là, ça peut te provoquer une sous-extrusion, voire carrément un bouchon. Tu peux aussi avoir des restes d'impression sur ton plateau. Là, généralement, ça va te poser des problèmes d'adhésion et tu peux avoir des problèmes sur les rails ou les courroies. Et là, ça peut engendrer plutôt des pertes de précision. Donc, un bon entretien t'évitera tout ce genre de mésaventures, sachant que bien entretenir ta bécane ne te demande pas non plus un travail de malade. Faut simplement faire régulièrement 3 choses. 1. Nettoyer ton plateau avec de l'alcool isopropylique, ça te permet de garantir une bonne adhérence de ce dernier. 2. Essayer régulièrement de lubrifier tes axes. Pour ça, tu peux utiliser une graisse épaisse, ça va éviter les frottements. Et 3. Comme je te le dis tout à l'heure, inspecter les vis et les courroies. Elles doivent être bien tendues, fermement serrées, et pour assurer la meilleure précision possible durant le déplacement. Non, c'est faux et archi faux. Les finitions, en réalité, c'est accessible à tout le monde. Et franchement, en plus, ça ne demande pas un budget énorme, ni des compétences particulièrement développées. Prenons les stries. Elles sont souvent inévitables, malheureusement, en impression 3D FDM. Et pour ça, il y a plusieurs solutions simples et peu coûteuses pour les lisser. Déjà, tu peux utiliser la fameuse technique de l'acétone. Et c'est uniquement sur des plastiques comme l'ASA, l'ABS ou le polycarbonate. Ça coûte environ 2 € le litre. Et c'est franchement super efficace pour obtenir des surfaces bien lisses et brillantes. Par contre, faut être prudent, c'est volatile et franchement pas terrible pour la santé. Donc évitez d'en inhaler. Et surtout, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas sur le PLA et sur le PETG. C'est pour ça qu'ensuite, tu as une valeur sur le ponçage. Attention par contre à le faire à la main, car si tu utilises une ponceuse automatique, la chaleur provoquée par la friction peut carrément déformer ta pièce. Et si tu veux une finition encore plus propre, tu peux appliquer une couche de mastic de bois avant de peindre ton impression. C'est une technique qui est géniale si tu cherches à faire des petites pièces détaillées ou des figurines. Et tu as ma méthode préférée, le kit de lissage. En gros, tu appliques une fine couche de résine avec un pinceau. Ça va à la fois combler tes stries et donner un rendu propre et uniforme. C'est simple, c'est rapide à faire. Et bonus en plus, c'est que ça renforce la pièce. Si ça t'intéresse, on avait fait une vieille vidéo sur le sujet. Sachant que le post-traitement, c'est pas toujours utilisé pour un aspect simplement esthétique, car certains revêtements, comme le kit de lissage, sont pensés pour protéger la pièce. Car certaines matières ont tendance à mal vieillir avec le temps. Pour éviter ça, et si vous avez une pièce soumise à de rudes conditions, je vous conseille d'utiliser du vernis acrylique en bombe. Ça protège non seulement de l'eau, mais aussi des UV qui ont tendance, eux, à attaquer et ternir la couleur et à fragiliser l'ensemble de la structure. Par contre, petite précision, tous les vernis ne sont pas forcément anti-UV. Donc vérifiez que ça soit le cas sur l'emballage. Alors oui et pas vraiment. Déjà, les paramètres par défaut, ça correspond pas à tous les matériaux. Par défaut, ça sous-entend généralement qu'on utilise du PLA. Et ça correspond pas non plus à tous les types d'objets. Je jette pas la pierre aux débutants, c'est vrai que quand on débute, on a peur de toucher à tous ces réglages en se disant qu'on va faire une grosse connerie et se retrouver avec une impression ratée. Mais quand vous commencez, vous pouvez au moins travailler sur quelques réglages. Déjà, évidemment, la vitesse. Vous l'avez compris tout à l'heure, plus elle est basse, plus on aura une impression précise. Vous pouvez aussi jouer sur l'épaisseur de couche. Plus vos couches sont épaisses, plus votre impression sera rapide. Vous pouvez aussi travailler sur vos supports, car si ces derniers sont mal paramétrés, ça peut vous provoquer une consommation excessive de matière. Et vous pouvez surtout avoir du mal à les retirer. Et ça, c'est pas top parce que ça risque de laisser des traces sur votre impression.
Alors déjà, rapide récap, à quoi ça sert de niveler son plateau? C'est capital en impression 3D. Sans un bon réglage, vous allez avoir un problème d'adhésion entre votre pièce et votre plateau. Le but, c'est de trouver la distance parfaite entre ce dernier et votre buse. Pour moi, ce sujet, c'est la première cause d'impression 3D ratée. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur des machines modernes, le plateau a tendance à être nivelé automatiquement. À l'époque, sur les anciens modèles, on était obligé de galérer avec des petites molettes. C'était grave relou et pas très précis. Mais même si votre machine gère donc votre plateau en automatique, ça ne vous empêche pas de le vérifier régulièrement. Déjà, assurez-vous qu'il soit bien propre. Je vous assure que le gras sur un plateau, ça fait foirer un tas d'impressions. Et vérifiez aussi que votre plateau n'a pas de légères déformations. Donc bon, comment vérifier que vous avez un bon ou un mauvais nivellement? Il y a 3 choses assez simples à faire. 1, vous pouvez ajuster vous-même la hauteur de la buse via l'option Baby Stapling. 2, vous pouvez aussi lancer des tests d'impression. C'est simple à faire et ça ment pas. Là, il y en a plusieurs qui existent. Le plus connu, c'est celui-là. C'est le test de calibration. Et 3, comme je vous l'ai dit juste avant, vérifiez bien l'état de votre plateau. Moi, ma reco sur tout ça, c'est de faire des petits check-up toutes les 10 impressions. Sauf si évidemment vous avez déplacé votre machine. Auquel cas, elle est à mon avis un petit peu déréglée. Je stocke mes filaments dans mon armoire et c'est suffisant. Alors là encore, ça risque de poser problème. Et je le vois, beaucoup de personnes sous-estiment la conservation de ces filaments. Et pourtant, une mauvaise conservation peut engendrer pas mal de galères, car certains filaments sont extrêmement hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à absorber l'humidité de l'air. Et parmi les plus sensibles, on retrouve notamment le nylon, qui est une véritable éponge. Et franchement, il peut très rapidement devenir complètement inutilisable s'il n'est pas correctement stocké. Vous avez évidemment aussi les filaments qui sont utilisés comme support soluble. Ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont utilisés, c'est qu'ils se décomposent dans l'eau. Et après, pour ce qui est des matières un peu plus conventionnelles, le PLA, c'est vrai qu'il est moins sensible à l'humidité, mais avec le temps, ou si ce dernier est aussi exposé au soleil, je vous assure qu'il peut avoir tendance à se fragiliser. Quand on se retrouve avec un filament qui a absorbé de l'humidité, généralement, on va avoir des problèmes d'extrusion, avec des petites bulles d'eau qui vont chauffer à l'intérieur de votre filament et exploser dans la buse, qui fait que ça va dégrader la qualité de votre impression. Et vous pouvez, à cause de ça, avoir des problèmes de fusion de couches. Bref, c'est pour ça que moi je recommande si possible de les mettre dans une boîte hermétique et d'éviter d'ouvrir vos bobines tant que vous n'en avez pas absolument besoin. Si vous stockez vos filaments dans une boîte, vous pouvez si possible ajouter ces petits sachets. C'est des petites billes de silice qui ont la capacité d'absorber l'humidité dans le but de maintenir un environnement sec. Après, désormais, il existe aussi des boîtes spéciales de stockage qui va chauffer et maintenir votre matière à un taux d'humidité très bas. Mais bon, c'est vrai que tout ça a un coût et je vous le recommande pas forcément, sauf si vous utilisez des filaments haut de gamme qu'il faut éviter de gâcher. Voilà, maintenant vous connaissez les 10 pires conseils en impression 3D et surtout comment les éviter. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, la commenter, la partager. Je t'assure, ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et si tu veux nous soutenir davantage et devenir autonome dans tes projets, je te rappelle qu'on propose des formations en individuel à tout un tas de nouvelles technologies, impression 3D, modélisation, gravure laser, programmation. Et à chaque fois, c'est des formations en individuel ou en très petits groupes reconnus et finançables par l'État. Je mets plus d'infos en description. Regarde, tu vas adorer.